Alors, le baron Necker, parce que, évidemment, c'est le dernier grand ministre de Louis XVI avant la Révolution. C'est un ministre extrêmement intéressant, très particulier dans l'histoire de France même, puisque c'est d'abord quelqu'un qui n'est pas français, c'est un Suisse. À l'époque, il n'est pas catholique, il est protestant, ce qui est aussi rare que d'avoir un Suisse comme ministre. Et même encore, troisième caractéristique, c'est un banquier non noble. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est appelé auprès du roi pour ses compétences techniques. Et ces compétences techniques, à l'époque, sont bien celles qui représentent en fait l'inquiétude la plus forte du pouvoir, c'est la question de la dette, la gestion de la dette, le problème des déficits, le fait qu'on a le sentiment que le pays, je parle bien de 1789 ou avant 1789, est enfermé dans une impasse financière, dans une impasse structurelle, et que là on a besoin d'un certain nombre de solutions rapides, et peut-être aussi de solutions à plus long terme, de solutions structurelles. Donc pourquoi le baron Necker? Pourquoi à cette époque? Peut-être que quand on décrit tout cela, on a bien le sentiment que ça ressemble énormément à la situation que nous pouvons connaître aujourd'hui. On l'a presque oublié, mais c'est vrai que la conférence de presse se passe le mardi. Le vendredi précédent, on avait eu la publication des fameuses photos du scooter. Et le samedi-dimanche, on avait l'hospitalisation de Valérie Trierweiler. C'est-à-dire qu'on est avec une sorte de succession incroyable de choses qui se sont produites. Et moi, j'en ai rajouté une autre. J'ai rajouté encore quelque chose de plus improbable, c'est-à-dire cette visite d'un fantôme pendant la nuit qui précède la conférence de presse, pendant cette veillée, qui de toute façon s'est produite de manière sûrement, alors je ne vais pas donner de certitude, mais qui s'est produite sûrement et assurément de façon tendue, puisqu'il y avait tous les dossiers à gérer en même temps, et cette idée qu'on devait avoir finalement un événement qui allait marquer l'histoire, un discours et des paroles qui allaient être prononcées, qui allaient être conservées, qui allaient être l'axe politique de François Hollande pour la fin de son mandat. Oui, je ne sais pas, politique science-fiction, ou si vous voulez une fable, peut-être une fable avec la fantaisie de la fable, qui est d'ailleurs en fait une forme qui a été très utilisée au XVIIIe siècle, notamment par exemple, je pense que si on doit se référer, enfin ce sont évidemment des références écrasantes, mais Voltaire ou Montesquieu, c'est-à-dire quelque chose qui soit en même temps très vivant, dans lequel on ait peut-être des choses drôles qui passent aussi, parce que c'est la vraie vie, et la vraie vie, elle peut être aussi quelque chose d'amusant, y compris dans des moments tragiques, ou en tout cas des moments graves, y compris pour des questions compliquées, puis surtout quelque chose qui parle à tout le monde. Quand on fait le parallèle entre les deux périodes, c'est-à-dire celle de Jacques Necker, avant 1789, juste avant, et 1789, puisqu'il est au pouvoir pendant l'année 89 et jusqu'à l'année 90, et la situation actuelle, évidemment, ce qui frappe, c'est la similitude des problèmes auxquels l'État français et les dirigeants français doivent faire face. Vraiment, ça se ressemble beaucoup dans l'enchaînement, dans les propositions de solutions, et dans les échecs d'ailleurs, c'est-à-dire la question du déficit, la question de la dette et de la gestion de la dette, la question des réformes impossibles que l'on n'arrive pas à faire, du coup, le fait que l'on augmente les impôts, et le fait que l'impôt est très très mal perçu, la difficulté de faire passer tout cet ensemble et qui fait que brutalement on dit non, ça marche plus, il faut qu'on fasse de la relance, il faut qu'on fasse des grands plans, il faut qu'on relance le déficit, tout ça se produit juste avant la Révolution de 1789 et conduit à quoi? Conduit à la banqueroute, c'est-à-dire conduit à la difficulté financière, la croissance ne repart pas. On sent aujourd'hui que la situation est bloqué et que, comme quand Jacques Necker la présente à l'époque de Louis XVI, qu'on ne trouve pas les solutions. Et que donc il va se passer quelque chose, et quelque chose par définition imprévu. Cela étant, ce qu'on voit en Grèce, effectivement, c'est, entre guillemets, si on peut dire, une sorte de gouvernement révolutionnaire. C'est-à-dire, d'ailleurs, le Premier ministre grec a dit « Nous sommes un gouvernement de salut public ». Il y a vraiment la similitude qui continue avec la période révolutionnaire française, en disant là, il y a un moment donné où le système est tellement bloqué qu'il doit y avoir une remise en cause très profonde. L'histoire, en ce moment, très clairement, est en train d'avancer. On est en train de vivre des pages d'histoire. Mais comme à chaque fois, d'ailleurs, la référence qu'on peut avoir, c'est la crise de 2007-2008, quand l'histoire se passe, souvent, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir le recul, on n'arrive pas à bien percevoir qu'il se passe des choses dont on parlera encore dans 200-300 ans. 2015, début d'année 2015, comme le début d'année 2014, comme la conférence de presse de François Hollande, c'est peut-être quelque chose qu'on étudiera dans les livres d'histoire dans 300 ans.
On est dedans, on ne se rend pas compte, et après coup, on se dit « Ah oui, mais c'est vrai ». Et là, au fond, Necker, il est là pour ça. Hein. La présence de Necker, j'ai choisi de faire venir Necker pour tout d'un coup dire « Mais attendez, vous vous rendez pas compte, là, il se passe quelque chose d'aussi important que ce qui s'est passé au moment de la Révolution ». On peut considérer que François Hollande, finalement, a quelque chose. Alors évidemment, il y a aussi, alors peut-être ça ne lui plaira pas à François Hollande, et d'ailleurs je vais dire, il y a quelque chose dans le physique un peu, hein, un physique rond, etc., qui pourrait s'apparenter à celui de Louis XVI, mais aussi dans le caractère. Cette idée qu'on doit avancer par consensus, et même à la limite, ça va guider Louis XVI et probablement lui faire sinon des erreurs, en tout cas va le conduire à sa fin, c'est-à-dire qu'il refusera toujours d'aller vers l'action violente, il voudrait que son peuple, à l'époque, le suive. Et dans François Hollande, dans la logique de François Hollande, il y a vraiment cette idée de consensus qu'il exprime d'ailleurs dès la campagne de 2012 et qu'on retrouve totalement dans sa manière de gérer le pays aujourd'hui. Emmanuel Macron, évidemment, a des similitudes. Et en particulier, il est passé par la banque. Necker, dedans, dans le livre, dit « Ah oui, non, mais c'est pas un banquier, il a fait... » Oui, mais il est passé par la banque. Donc il a bien ce côté technique, ce côté non politique qu'avait Necker. Ce côté d'ailleurs séducteur. Necker aussi était quelqu'un donc très introduit dans les milieux culturels parisiens par sa femme qui tenait un salon très important. Donc il y avait bien ce côté qu'on pourrait retrouver un petit peu chez Emmanuel Macron, quelqu'un qui est en dehors du système politique traditionnel et qui s'impose en quelque sorte par les difficultés qu'il faut gérer. L'économie est au cœur de la politique en ce moment et on l'a vu avec les élections grecques, on le voit sans cesse tous les jours. Donc ça veut dire qu'elle doit être au cœur des préoccupations de tous les citoyens. Les gens doivent s'emparer de ça. Et donc évidemment, si on leur propose un traité ou un manuel d'économie, eh bien, s'ils n'ont pas fait les études, et même parfois s'ils les ont faites, ils auront du mal à rentrer correctement dedans et à se faire une opinion. Donc il doit y avoir quelque chose qui leur parle plus directement. Je crois que ça doit être jubilatoire. La forme que j'ai choisie, que j'ai voulu, c'est qu'elle soit drôle, qu'elle soit musclée, qu'on lise parce qu'on est emporté par une histoire et qu'ensuite on réfléchisse.